Madame, Messieurs, je vous retrouve ce soir avec le même plaisir de vous servir. Voici le sommaire de cette édition. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a célébré à travers une cérémonie fort simple le mérite de son personnel. Vous suivrez le point dans ce journal. Les travaux de construction de l'axe routier Djougou-Peonko-Kéru-Banikwara ont été lancés hier. Et c'était à travers une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Hors de nos frontières, alors qu'une grande mobilisation populaire se prépare demain au Soudan, l'ONU réclame le retour d'un gouvernement civil à Khartoum à travers son Conseil de sécurité. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a célébré à travers une cérémonie fort simple le mérite de son personnel. Objectif, encourager tous les travailleurs à se donner encore plus au travail. Et c'était hier à la salle Majestic à Cotonou. Reportage. Ils sont au total 64 agents, dont 34 de la Direction générale de la police républicaine, 11 du groupement national des sapeurs-pompiers et 19 dans les structures rattachées du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à avoir reçu du ministère de tutelle une lettre de félicitations pour avoir été des agents modèles d'intégrité au titre de l'année 2019. La cérémonie de récompense des agents modèles d'intégrité organisée ce jour fait partie des recommandations générales faites à l'endroit des piliers du système national d'intégrité Bénin par le comité exécutif interministériel en mai 2018, lors de la validation des plans sectoriels d'action des cellules d'appui. En application des dites recommandations, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a mis en place en 2019 un comité ad hoc chargé de sélectionner les agents modèles au titre de la même année. Le représentant de l'Union européenne présent à cette cérémonie, dans sa prise de parole, s'est accentué sur les efforts du Bénin sur le plan sécuritaire. En ce qui concerne les organes d'application de la loi, les rapports annuels 2020 sur la mise en œuvre du plan d'action SNI au Bénin mettent en exergue les suivantes grandes réalisations. La poursuite de la réforme des forces de sécurité publique, l'amélioration de l'accès à l'information dans les institutions chargées de faire respecter la loi, la formation des 120 OPJ sur les blanchiments des capitales. Et c'est là pour se limiter exclusivement à l'année passée. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que les innovations dans le secteur de la sécurité, à partir de la création de la police républicaine, ont contribué de façon remarquable à améliorer la perception d'intégrité que les citoyens accordent aux forces de l'ordre. Le porte-parole des récipiendaires a remercié tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cette initiative. Nous resterons engagés pour faire aboutir la vision insufflée par le chef suprême des armées et mise en œuvre à l'opérationnel par notre hiérarchie. Faut-il le rappeler, la sélection des 64 agents a été basée sur des critères bien définis comme la conscience professionnelle, le sens du service public, la compétence professionnelle. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet pérenniser cette action. Je vous l'annonçais en titre, les travaux de construction de l'axe routier Djougou-Peonko-Kéru-Banikwara ont été lancés hier. C'était à travers une cérémonie qui s'est déroulée en présence de Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, du ministre des Transports Hervé Romain et des populations. Dorcas Awangan pour le compte rendu. Annoncé il y a quelques mois par le porte-parole du gouvernement, les travaux de bitumage de la route Djougou-Peonko-Kéru-Banikwara ont été lancés jeudi. Cette infrastructure routière, longue de 209 km, vise la modernisation du réseau routier ainsi que la libre circulation des personnes et des biens en toute saison. Ce projet est financé par plusieurs organisations financières, dont entre autres la Banque africaine de développement et la Banque ouest-africaine de développement. Dans son discours, le ministre des Infrastructures et du Transport, Hervé Romain, a donné les caractéristiques de cette route. Dans les moyennes agglomérations
il sera réalisé une route en 1 x 2 voies, soit une largeur de 7,20 m, avec 2 accotements de 1,50 m chacun. En termes de structure de chaussée, il y aura une plateforme de classe S4 minimum, une couche de fondation en latérite sur une épaisseur de 20 cm, une couche de base en latérite améliorée au ciment d'une épaisseur de 20 cm et un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Dans les grandes agglomérations, la route sera aménagée en 2 x 2 voies, soit une largeur de voie de 15 mètres à 18 mètres selon les agglomérations traversées. Il sera aménagé un terre-plein central de 2 à 3 mètres en fonction des agglomérations traversées, des trottoirs de 2 mètres chacun en pavé. La structure de chaussée sera identique à celle précédemment décrite. En rase campagne, nous aménageons la route en 1 x 2 voies, soit une largeur de voie de 7,20 m, avec 2 accotements de 1,50 m de chaque côté et une structure de chaussée identique à celle précédemment décrite. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, lors de ce lancement, a rappelé la vision du gouvernement qui est de faire des infrastructures de transport un levier important pour soutenir la croissance économique, faciliter le développement des exportations et promouvoir l'intégration sous-régionale. À l'en croire, c'est après un travail de longue haleine que ce projet a fini par prendre corps. Nous avons travaillé de façon acharnée à faire des études, à mobiliser les ressources et à accomplir toutes les formalités nous permettant d'être ici aujourd'hui. La décomposition du projet se présente comme suit. Une première composante, la composante A, relative à l'aménagement et au bitumage de la route, qui intègre la réalisation des travaux routiers sur un linéaire d'environ 209 km, dont 184 km environ sont financés par la BAD et la BOAD. Deuxièmement, la composante B qui concerne l'aménagement de certaines infrastructures connexes au projet. Au nombre de ceux-ci, on peut citer l'aménagement dans la zone d'influence du projet de 152 km de pistes connexes. Et enfin, la composante C qui concerne l'appui au secteur routier et inclut notamment l'acquisition d'ambulances médicales au profit des communes traversées, Djougou, Péonko, Kéro et Banikwara, la construction de 2 postes de péage et surtout l'appui à l'employabilité des jeunes. Les travaux de bitumage de la route Djougou-Péonko-Kérou-Banikwara, encore appelée route cotonnière en raison du fort potentiel de production de la zone, devraient s'exécuter en 4 ans. C'est à l'issue d'un appel d'offres international que les travaux des lots numéro 1, 2 et 3 sont confiés à l'entreprise chinoise Sino Hydro Corporation Limited pour un montant d'environ 62 milliards de francs CFA. L'année académique 2021-2022 est officiellement lancée depuis hier à l'université d'Abomey-Calavi. C'est une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et sa collègue des Affaires sociales qui a consacré le dit lancement. C'était à l'amphi Idriss Déby du campus d'Abomey-Calavi. Suivez le reportage. Solennel des universités du Bénin est placé sous le thème harcèlement sexuel, éléments constitutifs et sanctions. Un thème assez évocateur selon Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le thème qui est pris, qui est également ce qui marque le contexte, est assez évocateur. Nous avons fini l'année avec une révolution destructive autour de ce fléau que représente le harcèlement sexuel. Honnêtement, ça existe un peu partout, mais la manière dont nous avons contribué finalement
à le rendre visible dans notre communauté est assez inquiétante. Le thème de la rentrée académique universitaire justifie la présence de la ministre des Affaires sociales. Elle expose les actions du gouvernement dans la lutte contre ce fléau. Vos prédécesseurs, vos aînés n'ont pas forcément toutes eu la même chance que celle que vous avez aujourd'hui, en 2021, dans notre pays. Tout ce mécanisme de protection que l'État met en place doit maintenant enlever toute incertitude, toute inquiétude et laisser place à votre travail en toute sérénité pour aller au bout de vos rêves. Parce que là, vous n'aurez plus aucun prétexte. Résolument engagé à faire de l'université d'Abomey-Calavi une université de référence dans la sous-région et en Afrique, Félicien Avlessi, recteur de l'UAC, rassure. Je voudrais vous rassurer que ce dialogue sera maintenu afin d'offrir un cadre agréable de travail à toute la communauté universitaire d'Abomey-Calavi. L'équipe rectorale et moi, nous engageons à inscrire notre démarche dans la consultation permanente des partenaires sociaux et des différents responsables des entités, des écoles et des instituts de l'université d'Abomey-Calavi pour toute question en rapport à la vie de notre institution commune. C'est un engagement pris et il continuera d'être tenu. Nous sommes confiants du soutien de toutes et de tous pour l'année académique 2021-2022 apaisée pour le bonheur des étudiantes et des étudiants ainsi que de tous les acteurs de la communauté universitaire. Les étudiants ont formulé à travers leurs représentants des doléances dans le cadre de cette rentrée, des doléances que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est engagé à satisfaire. Les producteurs agricoles continuent de bénéficier de l'aide financière du Fonds national de développement agricole FNDA, destiné à promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole. Plusieurs Béninois ont bénéficié de ce fonds pour concrétiser leurs différents projets. Suivez ce reportage pour vous en convaincre. Dans l'univers de la mécanisation agricole au Bénin, JIFA Group veut s'employer à mettre des machines à disposition des producteurs pour un meilleur rendement. L'entreprise a fait la commande de 100 tracteurs, 100 remorques de 5 tonnes, 100 semoirs maïs, soja et coton et 100 charrues à disque. Dans sa quête de crédit financier, pouvant l'aider à concrétiser cette ambition, la société a pu bénéficier de l'accompagnement du Fonds national de développement agricole via la banque BIIC, Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Et nous avons fait un business plan qui d'un montant de 3 milliards. Donc, pour le moment, ils nous ont fait une garantie de 500 millions. Spécialisée dans la commercialisation des produits tropicaux, comme le cajou, le soja, le karité et l'arachide, la société Alafia Trading est aussi bénéficiaire d'un crédit de 100 millions de francs CFA, avec une garantie de 50% à la charge du fonds. On a été informé par les médias de l'existence de ce fonds et aussi nos structures bancaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler nous ont informés. Quand on s'est rapproché de notre structure bancaire qui est la banque BIC, BIC nous a fait comprendre qu'elle est partenaire au FNDA. Donc du coup, ils nous ont énuméré la liste des pièces à fournir, des documents à mettre à disposition pour pouvoir quand même répondre aux critères de suivi et d'appui du FNDA. À Koulekamé, dans le département du Koufou, le FNDA a également comblé les attentes de Dame Sylvie Agbédé, promotrice d'une entreprise qui fait des merveilles en ce qui concerne la transformation de la tomate. On nous a fait appel que notre dossier est sélectionné et c'est de là que j'ai constaté que FNDA, il est notre garantie. Il m'a octroyé 6 500 000. Et c'est la banque BIC qui m'a accueilli. Quand j'ai reçu ce fonds-là, ça m'a permis d'augmenter mes foyers, mes bassines de transformation,
des casséroles, des gaz, et j'ai pu faire des étiquettes, des emballages et les bocaux qu'on utilise. À partir de février, nous allons commencer par payer l'échéance. Et c'est le cas de ces différentes sociétés commerciales appuyées par le Fonds pour la prospérité de leurs affaires. Au Soudan, alors qu'une grande mobilisation populaire se prépare demain afin d'exiger le retour des civils au pouvoir, la diplomatie internationale entre en action. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution. L'ONU réclame le retour d'un gouvernement civil à Khartoum où l'armée fait usage de la force pour disperser les manifestants. Depuis lundi, une dizaine de manifestants ont été tués et près de 170 blessés. On écoute. Le secrétaire général demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les représentants du gouvernement qui sont toujours détenus illégalement. Le secrétaire général demande à l'armée et aux agences de sécurité de respecter le droit de manifester pacifiquement et de s'abstenir de toute violence en ce moment. La CEDEAO en mission à Conakry, une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée hier en Guinée. Objectif, accompagner la transition politique dans le pays après le renversement du président Alpha Condé par les militaires début septembre. Suivez cet extrait. La transition a produit une charte. Il y a des nominations importantes qui ont été faites. Le gouvernement se met en place progressivement. Et donc nous sommes là pour rencontrer les autorités et faire un peu le point et voir surtout dans quelle mesure la CEDEAO peut accompagner de manière pratique, de manière concrète, le processus en cours. L'atmosphère est apaisée, nous nous retrouvons et nous attendons beaucoup de la CEDEAO, de son accompagnement, de son appui. Et nous allons avoir des entretiens fructueux, sûrement, je suis tout à fait sûr. C'est en présence de Joe Biden sans Vladimir Poutine et Xi Jinping qui interviendront par visioconférence que le sommet de G20 aux ambitions modérées va se réunir ce week-end à Rome. Un sommet centré sur le climat, la lutte contre la Covid-19 et la relance économique à la veille du rendez-vous crucial de la COP26. Suivez. Un G20 aux allures de réunion de crise, c'est ce qui attend les 20 pays les plus riches du monde qui se réuniront à Rome ce samedi. Tous ne seront pas présents, la Russie et la Chine interviendront par vidéoconférence. Le Covid et la relance économique mondiale seront bien sûr au centre des discussions, mais un autre sujet brûlant de cette rencontre, à la veille de la COP26, est également au programme. Le troisième sujet que nous aborderons au G20 avec beaucoup d'insistance sera le changement climatique. Comme je l'ai dit, nous avons les 20 économies les plus avancées autour de la table. Ces 20 économies les plus importantes représentent également 80% des émissions mondiales. Et nous avons donc une responsabilité particulière. Parmi les objectifs fixés par les États membres, la neutralité carbone à l'horizon 2050 et le plafonnement de la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Deux missions que l'hétérogénéité des politiques énergétiques de ces 20 pays complique. Si la France peut se targuer d'avoir un plan de transition sur les rails, d'autres pays comme l'Australie, plus gros exportateur mondial de charbon, n'ont pas encore fourni de stratégie concrète. Bonne nouvelle cependant, la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, vient tout juste de présenter ses engagements. La Chine a fixé son pic d'émissions de gaz à effet de serre avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060. Un effort pas assez ambitieux, selon certains observateurs. La Chine jette une ombre sur l'effort climatique mondial. Au vu des incertitudes économiques internes, le pays semble hésiter à embrasser des objectifs de court terme plus forts et à manquer l'occasion de faire preuve d'ambition. Le monde ne peut plus se permettre que ce soit le dernier mot et Pékin doit élaborer des plans de mise en œuvre assurant un pic d'émissions avant 2025. Ce G20 sera l'occasion de prendre la température des actions de chacun des pays membres avant la COP26 le lendemain.
Le sujet de la pêche post-Brexit continue d'envenimer les relations entre la France et le Royaume-Uni suite au faible nombre de licences accordées aux pêcheurs français pour promouvoir et bien sûr pour pouvoir travailler plutôt dans les eaux britanniques. Paris envisage d'appliquer dès mardi des mesures de rétorsion. Autant pour moi, en réponse, Londres a décidé de convoquer l'ambassadrice de France. Les détails dans ce reportage. Les autorités britanniques lâchent du lest. Jersey, dépendance de la Couronne, a annoncé la délivrance d'une vingtaine de licences de pêche supplémentaires aux bateaux français. La petite île anglo-saxonne a cédé sous la pression. Ce mardi, la France a décidé d'appliquer des mesures de rétorsion à l'égard des importations maritimes britanniques dès le 2 novembre si le Royaume-Uni ne respectait pas l'accord post-Brexit. Une décision très critiquée par Londres. Il est très décevant de voir les commentaires émis par la France hier. Nous pensons qu'ils sont décevants et disproportionnés et ne correspondent pas à ce que nous attendons d'un allié et partenaire proche. Les mesures dont on nous menace ne semblent pas être compatibles avec l'accord de commerce et de coopération, ni avec le droit international au sens large, et si elles sont appliquées, elles feront l'objet d'une réponse appropriée et calibrée. Jean Castex se dit ouvert aux discussions tout en assumant la fermeté de son gouvernement. Les Britanniques doivent respecter leurs engagements. Comprenez que nous soyons intransigeants sur le fait que les engagements pris par nos pêcheurs soient tenus. Je ne demande pas mieux qu'une désescalade intervienne. Le gouvernement de Londres a toutes les clés pour la réaliser. Nous sommes ouverts en permanence aux discussions matin, midi et soir. Je veux dire au gouvernement britannique que nous veillerons au respect de nos intérêts et au respect de la parole donnée. La France renforce d'ores et déjà ses contrôles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 navires de pêche anglais ont été verbalisés par la gendarmerie maritime française dans la Manche. De leur côté, les pêcheurs français souhaitent que le gouvernement garde le cap. Ça fait plaisir d'entendre ça, quoi, en espérant qu'on baisse pas notre culotte, quoi, et qu'on va jusqu'au bout. On est vraiment inquiet pour certains bateaux. Il y a certains bateaux, des bateaux tout récents, tout neufs, là, qui peuvent pas aller dans les eaux de Jersey. Et s'ils n'y vont pas, leur entreprise va devenir en difficulté, quoi. Le Royaume-Uni n'a pas encore accordé toutes les licences négociées avec la France dans l'accord post-Brexit. Des dizaines de pêcheurs français n'ont pas accès aux eaux britanniques depuis plusieurs mois. Certains professionnels du secteur évoquent même une perte d'exploitation de plus de 50% depuis le mois d'avril. Madame, Messieurs, je suis persuadé que vous avez suivi cette édition avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et à très vite.